Estelle, aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture du printemps on va dire. J'ai essayé de garder un bon rythme de lecture depuis mes vacances aux Canaries et je dois dire que le mois d'avril a été plutôt prometteur. Je me suis enchaîné pas mal de trucs très intéressants mais aussi très différents les uns des autres. Il n'y a pas eu de coup de cœur, il y a eu beaucoup de lectures un peu moyennes, un peu mid. Je voudrais vous parler de 7 livres durant cette update lecture, du coup je vous laisse le petit timing, la barre d'infos si jamais il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres et c'est parti. On va commencer par How to End a Love Story de Yulin Kwang. Il a vraiment bien popé sur TikTok et Insta et moi c'est Clara qui me l'a recommandé avec beaucoup d'excitation. Il fait partie je pense de ces livres où soit on rentre dedans et on se sent concerné par le truc, soit on reste un petit peu à l'extérieur. On ressent pas forcément le charisme entre les personnages, on ressent pas forcément les émotions et je pense que je suis plutôt tombée dans cette catégorie là de gens, ça ne l'a pas fait, moi et ce livre. Ensuite l'histoire de Hélène qui est une autrice à grande renommée et un de ses livres a été récupéré pour faire un film et du coup elle va aller aider les screenwriters à écrire le script. Le truc c'est qu'elle ne s'attend pas à ce que dans la salle des écrivains de script elle tombe sur Grant. Grant qui est une personne très emblématique de son passé. Il y a un événement assez tragique avec sa grande sœur qui s'est ôté la vie et Grant a selon en fait les points de vue une certaine responsabilité ou pas par rapport à cet acte, donc gros trigger warning pour ça. Ces deux-là n'ont pas pu en fait se voir, se parler depuis l'incident et ils se retrouvent 15 ans plus tard et il y a encore des tas de choses à se dire. Ce qui m'a je pense troublé dans ce livre c'était le mélange de la rom-com et en même temps la notion de deuil, la notion de suicide. Autant dans certains livres je trouve que le mélange se fait très bien mais là je sais pas, j'ai été un petit peu perturbée des fois de l'alternance entre l'un et l'autre. J'aurais aimé qu'on rentre vraiment plus dans le sujet de la responsabilité, de la culpabilité, notamment avec les points de vue de Grant qu'on avait. De temps en temps il en parlait et j'étais trop contente parce que je me disais ah ouais vas-y raconte-nous comment tu te sens par rapport à ce moment dans ta vie. Il le faisait, l'autrice en fait l'a bien fait hein, mais c'est juste que je sais pas, je suis tellement en fait avide de ce travail psychologique de personnage que j'en aurais voulu beaucoup plus. Au début ils sont en mode enemies, mais vraiment enemies, c'est pas de la faute de Grant, en tout cas moi j'en suis persuadée. Hélène et la famille d'Hélène, ils veulent des responsables, ils cherchent en fait une cause, ils sont obligés parce que c'est plus facile en fait de faire ton deuil si jamais tu sais pourquoi. Et du coup ils trouvent Grant qui est la seule personne qu'ils peuvent blâmer. Et du coup Hélène elle est un petit peu tombée dans ce truc là, tout en étant consciente que c'est pas vraiment de sa faute mais elle a juste besoin de blâmer quelqu'un. Et au tout début du coup elle le repousse mais 100% elle ne veut pas lui parler, elle ne veut pas être dans la même pièce que lui et du coup ça pose quelques soucis. Et au fur et à mesure ils recommencent à discuter et en fait petit à petit il y a une attirance entre eux. Et la romance est assez originale, je dirais que c'est en fait c'est pas vraiment une romance, ça ne suit pas forcément les codes de la romance. Je le verrais plus comme un contemporain, vous voyez, qui est beaucoup plus global. Et entre tous les deux, j'ai pas forcément été 100% charmée, 100% à fond par leur relation. Vraiment, comme je vous ai dit au début, ça n'a pas forcément résonné en moi. Après, je ne peux que admirer le travail qui a été fait, l'intrigue qui était là, les personnages étaient bons, les personnages étaient complexes. Et franchement, c'est un très bon livre et si jamais ce sont des thèmes qui vous parlent, foncez dessus. Rien que pour les screenplays, franchement, moi je ne savais absolument pas comment on écrivait un script et là, de voir les étapes, de voir les complications qui vont avec et tout, c'était extrêmement intéressant. Ensuite les amis, je me suis dirigée vers une fantasy, plus précisément une romantasy. Je me suis attaquée à A Fate Inked in Blood de Daniel Jensen. J'ai lu ce livre pour ma vidéo traduction, donc je vous en avais un petit peu déjà parlé là-bas, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails de pourquoi je n'ai pas aimé ce livre, pourquoi je l'ai DNF à 70%. Genre vraiment, vous voyez, il y a les DNF à 30%, genre ok, t'as pas raté grand chose, mais le DNF à 70%, ça se sent que tu as voulu, t'as donné tout ce que t'avais, t'es impliqué, t'étais déterminé, et vraiment, mais à la fin, c'était juste plus possible. Ensuite, l'histoire de Freya, qui de base est une personne complètement normale dans ce monde inspiré par la mythologie nordique. On est dans une île avec des vikings, il y en a certains qui sont un petit peu des demi-dieux, ils ont des pouvoirs, hashtag Thor et tout ça, et il y en a, c'est juste le commun des mortels, il y a des mariages arrangés, et Freya, c'est une femme au foyer qui est très triste, sa vie c'est de la merde. Un jour, elle pète un câble et, sans faire exprès, elle révèle qu'elle a de la magie. Sa vie se retourne complètement puisqu'elle passe de femme au foyer qui ne fait rien de ses journées à tout d'un coup tout le putain de royaume veut la voir et veut lui faire passer des tests ou je sais pas quoi. Les gens ils veulent qu'elle prouve sa magie. Le world building était tellement riche. Il nous racontait mais 25 000 trucs par rapport à la magie. C'est devenu une demi-déesse mais elle ne peut pas juste être demi-déesse. Il faut qu'elle se prouve demi-déesse. Du coup il faut qu'elle aille dans une montagne faire je ne sais pas quoi. La meuf elle était constamment mise à l'épreuve et elle avait juste une seule personne sur laquelle compter, son espèce de bodyguard qui en même temps est le fils de la nouvelle personne à qui elle est assignée en mariage. Genre la meuf se
fait transférer d'un mec à un autre maintenant qu'elle est demi-déesse. Et en fait il est mais tellement in love de elle, genre dès la scène numéro 1 qu'ils se rencontrent, il se met à genoux, enfin bien marqué. L'autrice elle a pas tenté de nous dire non mais c'est pas vraiment du insta-love, non elle a dit c'est du insta-love. Si vous aimez pas ça, tant pis pour vous, moi j'en mets. C'est tout à son honneur parce que dans certaines situations je peux être très friande du insta-love. Il ne la connaissait pas, genre la seule chose qu'il a vu d'elle c'est oh my god elle est trop belle, elle a du pouvoir, oh my god je suis in love. Et puis là on s'embarque dans un enchaînement d'action, action. Et vous voyez, jamais dans ma vie je pensais dire que un livre était trop action. Il y a des fois des livres tu dis oh tu t'ennuies un petit peu, il y a pas beaucoup de scènes intéressantes, mais tous les chapitres il se passait une baston où la meuf elle devait faire je ne sais quoi avec sa magie. Elle n'a pas dormi, elle n'a pas mangé, elle n'est jamais allée aux toilettes la pauvre. Je pense que c'est un petit peu desservi en tout cas pour moi, que ce soit constamment de l'action sur de l'action. Je ne me reposais jamais, j'étais tout le temps en mode wow. Et surtout cette fucking romance là. Lui il fait que de la charmer et elle lui dit alors mec non de 1 je suis fiancée à ton père, je suis demi-déesse, je n'ai plus de liberté parce que la meuf elle se fait trimballer à droite à gauche, et de 3 je ne peux pas, c'est mon devoir, ok, je ne vais pas sacrifier tout mon honneur pour toi, ok. 2 nuits plus tard, la meuf le plaque contre un arbre et ils font leurs affaires. Et du coup ça m'a bien fait rire. Je dirais que le point fort de ce livre c'est pas forcément sa romance, c'est plutôt la mythologie. Si jamais vous aimez ça, vous allez en bouffer, il y en a partout. Je pense que pour moi ça a aussi été un petit peu un point noir puisqu'au bout d'un moment je ne comprenais plus rien. Je sais où est-ce que j'ai arrêté. En gros je voulais voir leur scène de cul parce que je me suis dit ok c'est de la romantaisie, faut au moins que je vois comment ça se passe entre tous les deux. Je m'arrête quand ils se chopent pour la première fois. C'est donc au 70% les amis, donc on est sur un slow burn qu'il a été traduit. Du coup si jamais ça vous intéresse, il est disponible en français. On arrive les amis à un autre livre dont je vous ai déjà parlé, Daisy Hates de Chessa Hastings. Je vais vous préparer une vidéo une fois que j'aurai lu les 5 tomes sur l'univers de Daisy et de Magnolia Park. C'est un putain de délire et ce n'est pas descriptible et je pense que ça fait partie des livres où soit tu get it, soit you don't get it. Ouais ça divise de ouf, c'est tellement précis. C'est vraiment un goût en particulier. Il n'y a rien de général, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment en fait rentrer dans plein de catégories pour aimer ce livre. Une saga où on alterne en fait 2 personnages principaux. Et chacun des livres, on passe en fait sur une autre protagoniste. Je ne peux pas en fait lire que les Daisy ou que les Magnolia. Magnolia Daisy pour avoir toute l'histoire. Du coup, je me suis attaquée au tome 2 qui est donc celui de Daisy. Si le tome 1 m'avait fait comprendre qu'on était sur un bail de relations toxiques et on travaille à fond la psychologie derrière les relations toxiques, ce tome 2 m'a montré que on est aussi là pour s'attacher à des personnages complexes et que c'est eux qui vont driver toute la saga. C'est pas vraiment de la romance quoi, je saurais même pas en fait dire c'est quoi ce genre. C'est entre la romance, le contemporain et la dark romance, une histoire de vie. Et je vous dirais même pas que c'est new adulte parce qu'en soi il n'y a pas vraiment de smut ni rien quoi. Daisy, c'est une fille qui a eu une enfance extrêmement difficile. Lorsqu'elle avait 8 ans, ses parents ont été fusillés sous ses yeux puisqu'ils étaient dans la mafia. Et du coup c'est son grand frère Julien qui à l'époque avait 18 ans qui a pris en fait la garde de sa petite sœur. Et depuis ils sont un petit peu tous les deux contre le reste du monde. Julien il a continué le business de mafia de ses parents, il vole des œuvres d'art dans des musées et ensuite ils les revendent. Et Daisy elle a toujours été contre ça, elle ne veut pas retomber en fait dans ces trucs d'illégalité, donc elle a fait des études, elle est brillante, elle est en études pour devenir infirmière et c'est une fille surtout qui ne sait pas choisir ses garçons et qui est dans une histoire d'amour absolument impossible avec un gars qui s'appelle Christian qui en fait est amoureux mais éperdument de Magnolia. Et en fait elle sait qu'elle ne sera jamais son premier choix mais elle n'arrive pas à cesser en fait de l'aimer et à chaque fois qu'il lui donne une miette d'attention, elle voit ça comme un signe que peut-être il va changer d'avis et peut-être il va se rendre compte qu'il n'y a que Daisy qui compte. Dès que Magnolia revient, sa tête retourne aussi. Donc voilà, on est encore une fois dans de l'amour qui est très compliqué, de l'amour qui n'est pas forcément de l'amour, qui est plus de l'obsession et qui n'est pas très sain. On a en fait tout un casting de personnages qui sont tous complètement traumatisés par leur enfance, codépendants puisqu'ils ont grandi et vécu ensemble. Et en fait ils sont tous très riches, ils sont hors de la société. Ils évoluent en fait dans une sphère qui n'est pas du tout la nôtre. Faut de la patience les gars. On est sur une narration que je n'avais jamais vue auparavant. Ce livre se lit comme si tu étais à l'intérieur de la tête de quelqu'un. Et en fait tu écoutes ses pensées, d'introspection. Enfin en fait des fois on a des chapitres entiers où il n'y a aucun dialogue.
dialogue, c'est juste en fait le personnage qui réfléchit. La fois en fait où il y a de l'action, où en fait ton personnage discute avec quelqu'un, c'est très entrecoupé puisque elle va te raconter un truc et d'un coup, oh putain, il y a un truc qui vient d'entrer, elle lui parle et ça lui fait penser à quelque chose, du coup elle te raconte un souvenir et ensuite en fait elle a changé d'endroit et elle reparle à quelqu'un. Ce va-et-vient en fait entre je parle à quelqu'un et je retourne dans ma tête, ça fait pour moi la force de cette saga et le style d'écriture en fait est tellement unique grâce à ça, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs et ça colle, franchement avec moi ça colle de jumper en fait d'un truc à un autre, tu vois, et surtout l'introspection les gars, donne-moi 3 pages de quelqu'un qui exprime ses sentiments, qui hésite, qui s'en veut, qui dit à quel point il aime quelqu'un. C'est beau en fait de voir l'intérieur de la tête de quelqu'un. Et surtout Daisy, elle va te raconter un truc et il va y avoir une astérix et en fait elle te dit non mais là je mens, non mais en fait je voulais pas vraiment dire ça. Et c'est brillant. Et Daisy elle fait partie de ces protagonistes qui parlent pas beaucoup, qui paraît extrêmement froide en extérieur, mais c'est qu'en fait elle se met une énorme barrière de protection puisqu'elle est complètement traumatisée. Et j'ai énormément aimé sa thématique de je sais que je ne serai jamais le premier choix mais je n'arrive pas à me détacher de cette personne. Et aussi on ne peut pas parler de ce tome sans parler de Julian Hayes qui est donc le grand frère de Magnolia qui nous fait l'honneur de nous donner son point de vue dans le livre. Le trafiquant, en même temps tu t'attaches à lui parce que tu sens que c'est un bon mec mais en fait c'est vraiment pas un bon mec, mais en même temps il a une petite partie de son cœur qui bat toujours, mais c'est quand même pas un mec fréquentable. Et en fait lui aussi il est amoureux de Magnolia et vraiment il y en a qui disent que Magnolia elle est insupportable dans ce livre. J'ai trouvé en fait que au contraire tu comprends pourquoi. Il y a tout en fait cet engouement autour de Magnolia. C'est une meuf en fait, elle a une aura, tout le monde en fait tombe dans le panneau et c'est une meuf en fait qui a désespérément besoin d'attention et qui va vraiment essayer de récupérer en fait tous les hommes. Elle a besoin de l'attention de tous les hommes. Donc on parle de relations amoureuses qui se passent pas bien, de trauma d'enfance, de comment en fait se reconstruire après une agression sexuelle, trigger warning pour ça, de mafia, de trafiquants, d'art, on parle de médecine. C'est hyper riche et hyper complet et je pense que c'est tout autant what the fuck que ses couvertures. Je le recommande pas à tout le monde parce que ben franchement ça peut passer ou casser, mais je le recommande pour ceux qui veulent une histoire qui change et une romance qui n'en est pas vraiment une mais qui en même temps en fait explore tous ces sentiments amoureux. Celui-là se rapproche un peu plus de la dark romance comme on a tout le côté mafia, mais en soi les relations sont tout aussi malsaines que dans le tome 1 quoi, c'est juste les thèmes qui changent. Très intéressant. Et là du coup je vais bientôt me faire le tome 3, donc le deuxième tome de Magnolia. On arrive au premier livre qui m'a fait péter un câble, oui, The Infinity Between Us de N.S. Perkins. J'ai aussi lu ce livre pour la vidéo traduction, mais je voulais lire ce livre depuis très longtemps puisqu'il est le préféré de pas mal de gens parce que j'aime me faire du mal, j'aime lire encore chaque année des livres second chance qui se passent en été avec une alternance de passé présent où il s'est passé un gros truc entre les personnages qui ne se parlent plus et tu sais pas pourquoi ils se retrouvent quand ils ont 35 ans. It didn't work, non 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 non. Même si franchement il était à ça de passer. Et il a suffi que le personnage principal masculin dise une phrase et j'ai fait You're just scared. On va suivre l'histoire de Violette et Will qui sont vraiment comme les deux doigts de la main. Leurs parents sont très amis et ils ont une maison de vacances au bord de la mer et tous les étés ils se retrouvent. C'est un petit peu comme des cousins mais pas vraiment des cousins et ils font du surf, ils s'amusent, ils se baladent, bref, toutes les vibes d'été qu'on aime bien. Le truc c'est que on les revoit 15 ans dans le futur et en fait Violette veut absolument vendre la maison et on ne sait pas pourquoi. Et alors qu'elle est en train de tout nettoyer, elle tombe sur Will qui en fait veut se donner la mission de la convaincre de ne pas vendre la maison. Tu sens que Will veut se racheter de quelque chose mais que elle le déteste et en même temps tu as en fait les flashbacks de quand ils sont plus jeunes et que tout a l'air si bien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh my god! Ce livre a fait beaucoup de choses très bien. De un, il a très bien fait le passé parce que des fois le passé il est un petit peu cringe et tout, mais là non, le passé était très beau. Je les ai trouvés tellement mignons tous les deux et surtout en fait tu sens que Violette elle est désespérément amoureuse de lui, que lui il est désespérément amoureuse d'elle, mais comme ils sont jeunes ils savent pas trop comment se le dire, ils se disent ah mais je sais pas, est-ce que lui il me voit comme une amie ou comme une cousine, et du coup ils sont là, ils sont mignons, ils sont gênants et ça on adore parce que quand on est adolescent c'est exactement ce que l'on est. Et le moment où ils s'avouent leurs sentiments, award, incroyable. Il y a eu une scène, le jeu où en fait tu t'écris des trucs dans le dos et tu dois deviner ce que c'est, et bah eux ils l'ont fait et en fait pour se dire je t'aime, et genre c'était tellement mignon et tellement beau, je vous jure que j'ai eu les larmes aux yeux, c'est trop original. Donc gros big up au passé qui a été tellement doux. Maintenant parlons du présent. Il y a aussi un truc que l'autrice a très bien fait, c'est le ressentiment et l'attitude vraiment têtue de Violette. Elle n'a pas voulu en démordre jusqu'à quasiment la fin, que non, elle ne voulait rien à faire avec Will, elle voulait vendre la maison. Et franchement gros big up parce que j'en connais des meufs qui au bout de 2 jours disent ah mais en fait c'est bon, je suis in love de toi. Non, la meuf elle a tenu son truc, elle l'a évité coûte que coûte, elle a dit non. Ce qui s'est passé entre eux,
n'était pas anodin. Et franchement, j'ai un énorme respect pour Violette, même si en fait elle ressentait toujours cette attirance et cet amour pour Will, a quand même respecté sa colère. Maintenant, parlons du gros problème. La réaction de Will lorsqu'elle lui dit « Comment tu veux que je te pardonne? Comment est-ce que tu veux que je te dise oui après tout ce qui s'est passé entre nous ?» Je vais vous spoiler du coup ce qui s'est passé. Si vous ne voulez pas savoir, je vais mettre ma main comme ça. Quand je l'enlève, ça veut dire que j'ai arrêté de parler. À un moment donné, ils ont réalisé que la mère de Violette trompait en fait le père de Violette et couchait avec le père de Will. Et c'était aussi pour ça que c'était pratique pour eux d'aller dans cette maison et du coup de coucher ensemble alors que leurs enfants étaient littéralement en bas. Donc quand ils apprennent ça de 1, ben genre c'est waouh! Gros choc pour les deux familles. Et en fait, cette annonce est cumulée à la mort de la mère de Violette. La mère de Violette donc trompait le père de Violette, mais en fait elle meurt à ce moment-là. Will n'a rien trouvé de mieux à faire que de dire à Violette, à qui il avait dit qu'il l'aimait, hein, il l'a dit je t'aime 3 jours avant. Écoute, c'est trop dur d'apprendre pour nos parents, j'ai besoin d'espace. Alors que Violette vient de perdre sa mère. Ouah! Il l'a repoussée et il l'a rejetée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Et je peux comprendre qu'il doit... Non mais j'ai besoin de temps. Mais tu processes pendant 15 ans frérot. Tu remets quand les choses en perspective? Il faut pas faire la hiérarchie des douleurs, des souffrances. Mais elle a perdu un parent. Tu l'aimes, tu lui as dit je t'aime, tu lui as dit tu comptes plus que tout pour moi. Et tu n'es pas là pour elle. Tu l'abandonnes. Mais qu'est-ce que tu attendais? Et en gros ce qui se passe ensuite, il n'a jamais repris de nouvelles d'elle. Il l'a ignorée pendant 15 ans. Donc en fait il s'en bat les couilles. Je suis désolée hein. Je suis désolée mais il y a aucune autre raison. Quand il apprend qu'elle veut revendre la maison, c'est là qu'il se repointe, donc forcément elle ne veut pas avoir sa gueule, et je la comprends. Je suis très vénère les amis. Il lui dit, mais en fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'en ai marre que tu me détestes, j'en ai marre que la seule chose que tu vois, c'est que je suis un méchant. Mais frérot, tu veux que j'oublie? Je ne peux pas oublier. Donc en fait là j'ai besoin que tu te rachètes auprès de moi. Bah, tu me montres que je peux te faire confiance à nouveau. Et il lui dit, non mais j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, j'ai pas envie que toute ma vie tu me fasses passer pour le méchant, genre c'est trop dur pour moi. Le mec retourne le problème et se place en victime. Je n'ai jamais vu ça. Un mec se place en victime parce qu'il n'aime pas qu'elle pense du mal de lui. Mais frérot, elle a une raison de penser du mal de toi. Genre, elle s'est pas inventée un jour à se dire je vais le détester. Et si elle est blessée par ton comportement, c'est parce qu'elle est blessée par ton comportement. Tu ne peux pas exiger d'elle qu'elle te pardonne. Je vois ça un peu partout dans certaines romances. Les mecs qui réussissent à se victimiser alors qu'ils sont responsables. Oh mon dieu, encore une fois, un truc qu'elle a très bien fait, l'autrice, la réaction de Violette. Quand il lui dit ça, elle frise. Je vous jure que j'ai eu des frissons à ce moment-là parce que c'est très souvent qu'on voit en fait des personnages principaux qui se rebellent, qui hurlent et des personnages principaux qui juste frisent. J'en ai pas vu beaucoup. Ça m'a touchée quoi. Elle revit en fait ce moment où il l'abandonne alors qu'elle a besoin le plus de lui. Il l'abandonne alors qu'elle recommençait à peine à lui faire confiance. S'il te plaît, j'ai besoin de toi, ne pars pas encore une fois. Et il lui dit non mais en fait moi je peux pas rester avec une personne qui ne me fait pas confiance dans cette maison. Et il s'en va. Donc en fait il lui donne raison. Comment est-ce que tu veux qu'elle ait confiance en toi quand tu fais exactement les mêmes trucs qui la blessent en boucle? C'est décrit dans le livre qu'elle reste 10 minutes immobile dans la chambre sans comprendre en fait ce qui vient de se passer. Forcément à la fin, c'est elle qui revient le chercher. Est-ce que t'es prêt à me pardonner maintenant? Tu le vois celui-là? Tu le vois celui-là? Putain, je déteste. Arrêtez ce pattern où les mecs réussissent à se placer en victime alors que c'est eux le problème et la meuf est obligée de doublement s'excuser. Donc Ines Perkins s'est tapé une sale note même si tout était parfait en fait. Et là les amis, on arrive ensuite à un petit paranormal qui m'a bien réchauffé le cœur et qui m'a fait trop plaisir et qui fait partie des meilleures lectures en fait de cette update lecture, My Boyfriend is a Vampire de Eva Knight. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 15 000 fois ce genre de livre? Genre My Boyfriend is a Werewolf, My Boyfriend is a Witch, les petites rom-coms d'Halloween comme ça. Quand tu veux, je peux en lire 15 d'affilée. Je pense que vous le savez si jamais vous me suivez un petit peu, mais je suis une fan de romances paranormales. Genre vraiment, le fait qu'il y ait un des personnages qui soit super naturel et l'autre non, et tout ce que ça induit, faites-moi du reverse, faites-moi du vampire, je m'incline devant lui. C'était très simple, mais c'était efficace. Ensuite, l'histoire de Hazy, qui est à l'université, elle est en bio, et il y a ce gars dans sa classe qui s'appelle Godric, un peu vieux jeu, qui parle un petit peu comme à l'ancienne, qui s'habille un petit peu comme à l'ancienne, qui a bien des manières et tout, gentleman machin. Il fricote un petit peu, elle est en mode oh my god je l'aime trop, il est trop cool en fait, puis trop mystérieux machin. Ça rate pas que Godric en fait c'est un fucking vampire et que lui en mode oh my god une humaine s'intéresse à moi, je stresse, je veux être méritant de son amour parce que c'est la plus belle créature que j'ai jamais rencontrée, nanani nanana, Edward Cullen. Oui aux créatures immortelles qui s'inclinent devant des meufs de 22 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait moi? Oui, bien sûr. Parmi mes scènes préférées, la scène du reveal se classe peut-être en deuxième position après la scène du kidnapping.
Mais vraiment, parce que c'est incroyable en fait ce moment où le mec dit mais allez-y, je suis un vampire. Et qu'elle est en mode ah non. Et qu'elle est en mode mais si je te jure, je suis vraiment un vampire, prouve-le-moi. Et il fait ah. Et là elle tombe dans les pommes. Et après c'est incroyable parce qu'en fait c'est vraiment genre la Gen Z, tu vois. Elle a la best réaction ever parce qu'en fait elle se réveille en mode ok, vas-y explique-moi comment tu fais ci, comment tu fais ça et tout. Elle est pas en mode panique et elle est pas en mode oh, mais en fait tu n'es pas du tout la personne que je pensais que tu étais. En fait ils se connaissent depuis 6 mois, ça n'efface pas la relation qu'elle a avec lui. Et en fait lui il est tellement fou parce qu'il est en mode oh mais elle m'accepte toujours. Mais un cœur quoi. Applaudissements Eva. Le non slut shaming qui était sensationnel. La meuf elle est en mode mais frérot, ça veut dire que tu peux boire mon sang. Alors oui en théorie mais non parce que genre ça se fait pas. Elle lui dit ouais mais moi j'ai vachement envie, t'as pas envie? Et il lui dit bah en vrai un peu parce que c'est hyper sexy pour les vampires. Elle lui dit ah mais moi j'ai trop envie, viens on fait ça. Et en fait ils font ça et c'est trop cool. Genre tu vois y a pas ce truc de je ne peux pas te faire ça parce que vraiment c'est irrespectueux. Genre non, la meuf ça la chauffe de ouf. Lui c'était son plus grand réel sur serre. Ils le font. Genre c'est génial de pas se mettre de limites comme ça et de kiffer sa vie. Un mec qui est follement amoureux de Hazy qui est en mode mais je te jure ce mec il est trop chelou. Et du coup elle essaye un petit peu de faire des stratagèmes pour protéger Godric en mode non mais je te jure il est vraiment normal et tout. Ça se lisait trop facilement, c'était trop mimi, c'était drôle aussi. Ça parle un petit peu de vampire et un petit peu vampire du côté cellulaire parce que comme ils sont en études de bio, ils sont là, elle étudie un petit peu ses cellules pour comprendre. Franchement la parfaite petite lecture détente, bien choupie comme on aime. En termes de romance c'était pas mal, c'était plutôt du new adulte tu vois, c'était assez sexy, sexy cool, sexy trop bien, sexy amazing. À un moment donné il lui dit je suis pas encore prêt à faire l'amour avec toi Hazy parce que lui il a peur de pas se contrôler et du coup il essaie en fait de lui expliquer en passant par un détour et il lui dit bah ça fait un peu beaucoup pour le moment et elle est en mode mais no problème Godric, genre y a aucun souci, on attend et tout. Je n'inclus pas dans cette vidéo Mienne sera la nuit de Léonore Larc parce que je l'ai lu avec vous dans mon dernier vlog d'écriture. C'est la version un peu plus Dark Academia et un peu plus urban fantasy avec aussi un vampire et il y a des meurtres et tout. Je vous le conseille aussi énormément pour une lecture en français. J'ai passé ma meilleure vie, j'ai kiffé du vampire en mode reverse où c'était la fille qui était la vampire et le mec qui était un petit peu fragilou là. Sensational, amazing. Allez voir l'extrait dans mon dernier vlog pour voir à quel point j'ai kiffé. Ensuite les amis, je me suis attelée à une saga de romantasy auto-publiée que je n'avais jamais vu de ma life, mais Michel Lafon a traduit le premier tome et je me suis dit what the fuck is this? Et je me suis renseignée et à ce qui paraît ça a été le livre recommandé pour les fans de Sarah J Maas qui ne veulent pas lire du Sarah J Maas. Et du coup je vous présente The Trial of the Sun Queen de Nisha J. Tully. Tome 1, sensationnel, grandiose, oh my god. Tome 2, pourrave. Dans le premier tome. On suit l'histoire de Laure. Laure qui est dans une prison, dans ce royaume un petit peu avec des faées. Elle est dans cette prison avec son frère et sa sœur depuis qu'elle est toute petite et on sait pas pourquoi. Un beau jour, elle se fait enlever de la prison et elle arrive au palais. Donc elle passe de vraiment la pauvreté extrême à on bouffe pas, on se fait traiter comme de la merde, à d'un coup elle arrive dans un palais, on lui donne à bouffer, on la lave et tout. Elle a été récupérée comme compétitrice pour la compétition de la reine, pour le roi faé. En gros, chaque compétitrice est associée à un espèce de coach et son coach, c'est un gars qui la déteste, qui s'appelle Gabriel. Le roi te voulait toi précisément en tant que compétitrice, je peux pas t'en dire plus, mais plie-toi aux règles et je te jure que tu dois gagner parce que si tu perds, tu meurs. En fait, c'est un putain de Hunger Games déguisé en The Bachelor. Comment est-ce que le roi il sélectionne sa future fiancée? C'est celle qui survit. Super, les autres elles crèvent en fait. Et en gros le roi c'est un faé, celle qui gagne la compétition, elle pourra récupérer un maximum de pouvoir, devenir immortelle. Elle se dit putain mais ce sera l'occasion pour moi de venger ma famille et surtout d'aller sauver mon frère et ma soeur qui sont surtout dans la prison. Elle s'en bat les couilles du roi, elle ce qu'elle veut c'est avoir le pouvoir. Le roi en fait, on sait pas pourquoi mais il est obsédé par elle. Il l'a récupérée pour une raison très particulière et il fait que d'aller la voir. Laure elle est très pragmatique. Le gars il est très beau, il est très végé, il fait que lui dire à quel point elle est magnifique. Elle va pas se retenir de faire quoi que ce soit. Elle a vécu dans une prison qui c'était horrible, elle n'a eu aucun moment de douceur et de plaisir dans sa vie. Il y a un beau mec qui la mène dans sa chambre, elle en profite en fait. J'ai adoré ces petits passages là où en fait elle se dit est-ce que vous pensez sérieusement que je vais me retenir d'avoir la nuit de folie? Let's go. Et franchement cette mentalité, encore une fois, zéro slut shaming en fait. Tu captes qu'en fait le truc était complètement corrompu, le prince voulait absolument que ce soit elle qui gagne, il voit un truc en elle et en fait elle est en mode putain mais j'espère qu'il a pas compris mon secret. Et un secret?
quel secret? Et en fait elle nous baratine avec ça à la fin, et ça c'était le seul point où je me suis dit, depuis le début du livre tu nous caches un truc? Comment tu peux nous cacher un truc? Genre on est littéralement dans ta tête. Elle gagne pas, vous entendez ce que je vous dis? Elle ne gagne pas le concours. C'est pas incroyable? Genre dans quel livre personnage principal ne gagne pas? Jamais! Et du coup c'est génial. Et revenons à toute cette histoire de tournoi là. Combien de tournois on voit où la meuf elle arrive, oh mon dieu mais je ne suis pas préparée, oh mon dieu mais je vais forcément perdre, et en fait la meuf gagne. Violette Sorengale là de Fourth Wing, le Serpent of the Night là de Carissa Bowden, toutes les meufs elles ne se sont jamais entraînées, elles sont face à des gens qui sont 4 fois plus fortes qu'elles, et les meufs elles se débattent pour gagner. Ça m'énerve, ce n'est pas normal. Et là la meuf, à chaque fois, elle se ramasse, ou alors elle perd, ou alors elle est sauvée, mais en fait c'est parce que c'est le roi qui truque le truc pour qu'elle gagne. Si elle avait été solo, elle serait morte le premier jour. Et franchement j'ai bien aimé ça, que ce soit un minimum réaliste pour une fois, et qu'elle ne gagne pas à la fin, doublement réaliste. Le truc avec cette saga, c'est la romance, qui pour moi a complètement floppé. En gros, dans le tome 1, tu es introduit à 3 mecs. Donc là, tu as une opportunité de shipper des gens, c'est sensationnel. De 1, Gabriel, son garde du corps. Moi, j'étais team Gabriel. Une relation de amour-haine, tu vois, il y avait une vraie alchimie. Ensuite, il y avait forcément le prince. Capté direct que le mec, il était un peu barjot, que en fait, il avait organisé un espèce de coup monté, je ne sais pas quoi. Il était cute, très charmeur et tout, mais quand il a révélé son vrai visage, ah en fait non. Et enfin, tu as le mate de l'or. Oui les gars, j'ai bien dit le mot mate. Même s'ils n'ont pas dit dans le livre, cut the crap, il y a des histoires de mate. Pourquoi? Il y a un prince d'un autre royaume qui en fait un soir, tous les princes sont invités au bal. D'un coup, il voit l'or, il est en mode oh my god, mais elle, je ressens un truc que je n'ai jamais ressenti auparavant. Tu captes qu'ils sont mates, voilà, merci, au revoir. Et le problème c'est quoi? C'est qu'en fait ce mec là est un enculé, un animal, un chien, un putain de pig, parce que dans le tome 2, elle se retrouve coincée avec lui, et en fait je le vomis. Je le vomis, et genre vraiment, je crois que ma review du tome 2 c'est je vomis ce mec. Je me rappelle plus exactement quelle phrase il a dit dans le tome 2 qui m'a fait complètement vriller. Il l'a traité comme un animal. De deux, il lui a manqué de respect un nombre incalculable de fois, pour au final lui dire non mais en fait c'est parce que je t'aime et parce que je suis attirée par toi. Pour au final en fait la refaire à l'envers. Et parce que du coup j'ai JNF le tome 2, je suis sûre qu'à la fin ils vont quand même coucher ensemble, mais bon, en fait ça me saoule. C'est une meuf qui est brisée en fait, et quand tu lui vends du rêve, forcément elle y croit parce qu'elle a de l'espoir, et il a joué avec ça, il a joué avec sa vulnérabilité. Enfoiré! Moi je voulais Gabriel, ok? Parmi tous les autres livres là de compétition et tout, celui-là je trouve, putain mais il se démarquait de ouf, tellement peps, genre ça commence direct là, t'es dans l'action, tu ne t'ennuies jamais. Et je vais finir avec un livre que j'ai DNF aussi, et ça me fait trop de la peine. A Tempest of Tea de Hafsa Faizal. Oh, je suis trop deg. J'ai adoré We're on the Flame. Et celui-là, de 1, j'étais peut-être pas dans l'espace mental, me concentrer à ce point, puisque ce livre demande de la concentration, c'est un petit peu compliqué, il y a des noms partout, faut que tu suives les personnages. J'ai pas réussi à accrocher, j'ai lu 35%, je suis vraiment pas rentrée dedans, et j'ai demandé en fait à certaines personnes qui l'avaient lu si jamais ça s'améliorait pour la suite, et elles m'ont dit en vrai si jamais dès le début t'y arrives pas, c'est un petit peu mort quoi, donc j'ai préféré l'abandonner. C'est de la fantasy, et il y a une meuf qui a un salon de thé, et en fait la nuit ça se transforme en salon de vampires. Les vampires viennent et ils peuvent mordre des humains et tout, et c'est plus ou moins illégal. Elle va créer un espèce de groupe plein de révolutionnaires ou de gens qui ont des talents particuliers pour faire une quête, et ça se voulait extrêmement Six of Crows, hein, voilà. Et en fait j'ai pas réussi à accrocher au personnage qu'on nous a présenté. Je pense que c'est surtout un me problem, tu vois, parce que je suis pas allée dedans, je suis pas rentrée dedans. Et voilà les amis, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et